Bien. Bon, l'exemple, s'il vous plaît. Alors, l'exemple qu'on voudrait traiter, donc je vais traiter avec vous presque le même exemple. Le cas d'un produit appartenant à une catégorie. Une catégorie contient plusieurs produits. Donc, on va voir comment gérer le cas d'une association de type one-to-many, many-to-one, bidirectionnelle. Alors, en fait, d'un côté, nous allons utiliser une base de données relationnelle, SQL Server, Express, SQL Server, et après une application orientée objet dans laquelle nous allons donc gérer des catégories et des produits. Alors, en fait, quelques fonctionnalités qu'on va faire dans l'application. Donc, on veut tout d'abord donc consulter. Bon, supposons je voudrais faire la consultation des catégories. Et chaque catégorie, donc, je vais afficher le nom de la catégorie. Après, j'affiche la liste des produits appartenant à la catégorie. Alors, ça revient à quoi? Ça revient tout simplement à revenir à ce modèle que nous avons montré. C'est bien ça. Donc, je vais consulter une liste de catégories. Et vous savez que chaque catégorie, il contient une liste de produits. Après, on va voir justement comment... hier, je vous ai parlé de lazy loading, le mode, n'est-ce pas? Alors ici, donc, comment on va essayer donc de l'exploiter à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier cas. Donc, consulter les catégories, plutôt le... Pas ici. Donc, consulter les catégories. Chaque catégorie, on va afficher la liste des produits. Également, ça, je vous l'ai montré d'hier. Donc, on voudrait également consulter, par exemple, les produits d'une catégorie sélectionnée. Alors, je sélectionne une catégorie et ça m'affiche les produits de cette catégorie. Et ainsi de suite, et je vous montrerai également comment saisir un produit et après éditer, supprimer, c'est des opérations qu'on a déjà faites, mais a priori, donc ça, c'est une partie que vous pouvez faire. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est de revenir tout d'abord à l'architecture. Alors, si vous vous rappelez, quand j'avais fait, en fait fait le premier cours, donc j'avais parlé de deux approches pour développer les applications. Il y a ce qu'on appelle les deux approches de développement web. Il y a l'approche MVC côté serveur, MVC côté client. Ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, vous allez passer au développement MVC côté client. Et vous allez voir que ça va s'imposer, c'est obligatoire, même dans des circonstances. Alors, juste, je vous rappelle la différence. C'est que dans le MVC côté serveur, nous allons tout d'abord, le client envoie une requête, il passe par ce qu'on appelle un front controller. Le front controller, il appelle le contrôleur pour exécuter une action. Et l'action, il va faire le traitement. Alors maintenant, dans votre développement, pour faire le traitement, il y a plusieurs manières de travailler. Alors si vous voulez travailler dans les règles de l'art, c'est-à-dire si vous êtes dans un grand projet bien structuré, avec plusieurs personnes qui travaillent dans le même projet, et après on voudrait structurer le projet, généralement, il faut toujours séparer la logique métier de la logique présentation. Ce qui fait que vous aurez besoin d'utiliser, de développer et de tester tout d'abord la couche métier. Et pour cela, donc, vous utilisez des interfaces et des implémentations telles que nous l'avons montré la dernière fois. Et après, bien sûr, donc, dans la couche métier, pour faire le mapping objet relationnel, vous allez vous baser sur un framework. Alors nous utilisons donc Entity Framework pour faire ce mapping objet relationnel. Mais il n'y a rien qui vous empêche directement à partir du contrôleur d'utiliser Entity Framework. C'est-à-dire que vous pouvez bien créer votre application. Si par exemple votre projet c'est purement une application web que vous voulez créer, vous pouvez directement à partir du contrôleur accéder à Entity Framework sans passer par la couche métier. Donc c'est-à-dire ça reste toujours, c'est un choix. Alors la dernière fois je vous ai montré déjà comment créer une couche métier, comment l'utiliser. Cette fois-ci donc je vais créer la même application, sauf que directement à partir du contrôleur j'utilise DB Context, c'est-à-dire j'utilise Entity Framework et j'accède à la base de données. Alors après on va parler donc des avantages et des inconvénients de chaque technique. Alors le contrôleur récupère les résultats, il les met dans le modèle et après il va tout simplement retourner la vue qui va être affichée et le contrôleur frontal va faire appel à la vue. Et la vue, donc, il récupère les résultats à partir des modèles et il génère le rendu. Et le rendu, généralement, c'est du HTML. Donc, on fournit du HTML au client. Donc, ça veut dire que le client n'a pas besoin de faire des traitements supplémentaires. La logique présentation se fait au niveau du serveur. Le client reçoit déjà la page toute faite, il va juste l'afficher. Alors, dans l'approche, oui. Le
contrôleur renvoie la vue au front contrôleur. Oui. Alors, s'il renvoie la vue, il ne peut pas utiliser cette vue pour afficher. Il va encore revenir chercher la vue. Non, en fait, à vrai dire, parce que ça, dans la majorité des architectures, on ne vous présente pas ça. C'est une face cachée, d'accord? C'est-à-dire, en fait, c'est ASP.NET qui vous offre le MVC Handler. Il est là. Mais il faut savoir une chose, c'est que toutes les requêtes passent par MVC Handler. C'est lui qui reçoit la requête dans la base. Et à la fin, c'est qui va répondre, c'est MVC Handler. Donc ça veut dire que, en fait, c'est MVC Handler qui va appeler le contrôleur pour exécuter une action. Alors, vous voyez donc dans votre contrôleur, à la fin, vous utilisez Return View. Alors, quand vous dites Return View, vous retournez un objet de type Action Result. Vous le retournez à qui? Vous le retournez en fait à l'objet qui a instancié qui a fait appel à cette méthode du contrôleur. Donc, il reçoit l'objet view, et l'objet view, qu'est-ce qu'il contient? Il contient deux informations. Il contient le nom de la vue et le modèle. Alors maintenant, implicitement, c'est lui qui va faire appel à la vue. Il va la soumettre à un moteur de rendu. Alors, quand je dis bien, il va la soumettre à un moteur de rendu qui va lire la vue. On va récupérer, bien sûr, il va lui transmettre le modèle aussi. Il va récupérer le modèle, il génère le résultat. Donc le moteur de rendu, c'est lui qui génère le résultat HTML. Et après, par la suite, en fait, il génère le résultat et après, le front controller, il envoie la réponse. Donc, ça veut dire que dans la base, c'est ce front controller qui fait ce travail. Mais sauf que si vous regardez dans la majorité des bouquins et parfois dans des sites, généralement, cette partie-là, on ne la montre pas. Moi, exprès, je vous le montre, juste comme ça, vous allez comprendre que tous les frameworks dans la base, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'il y a toujours un front controller. Alors sinon, il y a la deuxième approche, c'est MVC côté client. Alors, MVC côté client, c'est complètement différent. C'est que le client envoie une requête HTTP, et après le front controller, il va faire appel au contrôleur, et dans ce cas-là, on va l'appeler un REST controller, ou bien une API REST. En fait, le contrôleur va faire des traitements, comme d'habitude. Il récupère des résultats, mais après, ce n'est pas à lui de générer la vue. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va retourner directement le résultat vers le front controller. Et le résultat, c'est des objets, C#. Et après, par la suite, c'est le MVC Handler qui va se charger de convertir ces objets-là en deux formats. Ça peut être le format XML, ça peut être le format JSON. Alors, généralement, dans la majorité des cas, on utilise le format JSON. Alors maintenant, côté client, si vous êtes un client web, forcément, vous allez utiliser donc un framework JavaScript qui envoie des requêtes Ajax. Vous avez fait un cours sur la technologie Ajax? Alors, donc c'est exactement ça. J'envoie une requête Ajax vers une action, je récupère des données en format JSON et après je vais les afficher. Alors, généralement, c'est ce qui se passe. Il se trouve que l'un des frameworks, les meilleurs frameworks que vous pouvez utiliser aujourd'hui, c'est AngularJS. Donc, c'est intéressant à utiliser. Mais également, on peut utiliser jQuery. Il y en a d'autres qui utilisent Dojo. Il y a des frameworks comme Sancha Touch. Il y en a plusieurs. Mais surtout, ça, c'est que si, par exemple, vous développez un projet mobile, et ça, pour vous, c'est inévitable dans c'est-à-dire votre carrière, c'est que quand vous dites je développe des applications web, mais on va beaucoup vous solliciter pour développer des applications mobiles, soit utilisant donc des développements natifs en utilisant Android ou bien iOS, ou tout simplement vous utilisez donc des développements hybrides. Dans une grande partie, vous vous basez toujours sur HTML, CSS et JavaScript. Alors, si vous êtes un client mobile, vous appelez le même contrôleur, vous récupérez les données en format JSON et vous les affichez. Alors, je n'aurai pas trop tout le temps pour vous décrire cette partie-là, mais à la fin de la démonstration, je vais vous montrer comment créer une API REST, c'est-à-dire comment créer un contrôleur qui permet de générer les données en format JSON. Alors, comme ça, vous savez déjà comment créer l'API REST avec .NET. Alors, la partie qui vous reste, c'est tout dépend. Est-ce que vous voulez travailler avec Angular, c'est pour une application web, ou bien si vous êtes dans un projet mobile, vous essayez donc d'interagir toujours avec le contrôleur. Alors, en tout cas, donc, on va essayer de travailler comme ça. Et en même temps, pour moi, pour vous, ça va être une synthèse qu'on va essayer donc de faire. Alors, on va créer un projet. On va commencer par créer un projet d'abord.
Donc on commence dès le début. Nouveau projet. Alors tout d'abord, donc créer un projet web. Donc on va utiliser un projet ASP.NET. Alors on va l'appeler. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Catalogue de produits. On va l'appeler. Votre filière c'est ILT. ILT. Easy. Easy catalogue. Alors ça c'est le nom du projet. Alors forcément donc on va, j'en ai déjà beaucoup parlé, il y a une grande différence entre en fait l'ASP5 et l'ASP 4.5. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Donc ici donc nous avons utilisé l'ASP5. Donc je crée une application web. Alors avant de créer le projet, vous allez vous désactivez l'authentification, vous n'avez pas besoin de l'intégrer, vous l'intégrez vous-même quand vous en aurez besoin. Alors comme ça, vous avez un style de projet qui est beaucoup plus léger par rapport à ce que si vous utilisez donc une authentification. Ben, c'est tout. Donc quand vous créez un projet, donc vous n'avez pas besoin de cocher donc l'autre dans le cloud, sinon il va vous demander où se trouve, il faut créer un compte Azure dans lequel vous pouvez stocker et déployer votre application. Ici donc on l'a désactivé. Alors ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je crée d'abord le modèle. Je crée les entités. On va tester les entités pour voir la partie donc mapping objet relationnel avec Entity Framework. On va tester d'abord et après on va créer l'application web. Et dans l'application web, on va essayer donc de montrer les parties de l'application. Alors donc ça c'est le projet qui est créé. Alors dans ce projet-là, nous avons en fait nous avons bien sûr donc les contrôleurs et les vues donc qui sont créés par défaut. Alors maintenant nous allons tout d'abord créer notre modèle. Si vous voulez, ce que je vais faire là, c'est que je ne vais pas passer par une couche métier, donc je vais créer le modèle, je le teste et je peux l'utiliser directement dans le contrôleur. Donc je crée un dossier d'abord, que je vais appeler modèle, et dans lequel je vais créer les entités. Alors dans mon cas, j'ai besoin de deux entités. Alors j'ai besoin de catégorie et j'ai besoin de produit. Alors, un produit est défini par ses attributs. Alors, on va utiliser donc produit ID, getSet, public string désignation, getSet. Public double prix, on va garder le même modèle, getSet. Et un produit appartient à une catégorie. En fait, un produit appartient à une catégorie. Dans l'orienté objet, vous avez besoin de créer un objet de type catégorie. C'est-à-dire, on va déclarer un objet de type catégorie. Alors qu'on va appeler catégorie. GetSet. Et après, on va ajouter. Alors, généralement, les attributs d'association, je vous l'ai expliqué hier. Vous les déclarez. Qu'est-ce que j'avais dit? Virtual. Alors, virtuel, pourquoi? Parce que nous avons dit que d'une manière générale, les frameworks utilisent ce qu'on appelle le lazy loading. Et lazy loading, je vous rappelle, c'est que quand vous demandez à Entity Framework de charger un produit, il va me ramener à partir de la base de données produit ID, la désignation, le prix, mais il ne devrait pas pour le moment, il ne devrait pas aussi me ramener la catégorie de ce produit. Donc il va charger que les informations sur le produit. Mais par contre, si je veux la catégorie, je vais lui demander.
Alors, avec Entity Framework, si vous voulez activer en fait, le lazy loading, donc vous utilisez Virtual. Alors ça, cette propriété que vous voyez là, c'est ce que nous appelons une propriété de navigation. C'est une propriété qui va me permettre de naviguer. Pourquoi on l'appelle la propriété de navigation? Parce qu'il me permet de naviguer entre les objets. À un moment donné, j'ai un objet produit, mais à partir de l'objet produit, je peux avoir des informations sur la catégorie. Mais sinon, alors dans le modèle relationnel, vous savez que dans le modèle relationnel, vous aurez besoin en fait, dans la base de données, il y a une clé étrangère. Alors je reviens au schéma. C'est-à-dire dans la base de données, donc je devrais avoir un produit qui appartient à une catégorie. Donc ça veut dire que je devrais avoir quelque part catégorie ID. Alors si vous ne précisez rien, c'est-à-dire si vous mettez que catégorie, vous allez voir quand il va vous générer la base de données, il va vous générer automatiquement une clé étrangère. Une clé étrangère qu'il va appeler catégorie.catégorie ID. Alors, mais d'une manière générale, dans la bonne pratique avec Entity Framework, c'est que vous ajoutez cette clé étrangère comme étant un attribut, et dans ce cas-là, on va l'appeler la propriété de clé. Alors, c'est ce que je vais faire ici, donc je vais l'appeler, c'est int, la clé étrangère. Alors, on va l'appeler catégorie ID. Get set. Alors, ça, c'est une propriété de clé, et ça, c'est une propriété de navigation. Alors maintenant, quand vous avez un attribut qui porte déjà le même nom de la clé primaire de l'identifiant de catégorie, il ne va pas l'ajouter. Donc il va juste garder et il va garder le nom de la clé quand vous l'avez précisé. Allez. Alors maintenant, on peut spécifier foreign key, on peut spécifier d'autres annotations. Juste pour faire le mapping en fait avec Entity Framework, on va utiliser des annotations. Alors quelles sont les annotations? Table. Alors table, donc c'est une annotation que vous aurez besoin d'importer. Et vous pouvez spécifier le nom de la table. Alors la table, par exemple, on voudrait l'appeler produit. C'est le nom de la table. Alors la clé, même si vous ne spécifiez pas le ID, il va comprendre tout simplement, c'est parce que vous avez ici donc un attribut qui se termine par ID. Alors quand vous avez un attribut qui se termine par ID, il peut comprendre que c'est l'identifiant et du coup donc il deviendra clé primaire. Mais il est toujours préférable donc de rajouter l'annotation key. Alors en fait l'annotation key, donc vous pouvez l'importer également dans la liste des namespaces. Donc ça c'est la clé primaire. Et après vous pouvez spécifier d'autres informations, notamment quand vous dites par exemple désignation. Alors par défaut au niveau de la base de données il va créer un champ de type varchar, c'est le texte, mais il faut spécifier généralement la taille. Alors quelle est la notation que nous avons montrée hier? C'est string length. Alors ici donc on va spécifier par exemple 25. Alors maintenant, pour faire la validation des formulaires, c'est-à-dire si vous voulez à un moment donné dans votre formulaire, vous voulez que la désignation soit obligatoire, donc on va utiliser des annotations comme required. Alors l'annotation required, ça veut dire que la désignation elle est obligatoire. Et si vous voulez spécifier par exemple la taille minimale de caractère, nous avons utilisé une annotation min length. Très bien. Alors min length par exemple, je vais utiliser 5. Alors, si vous voulez utiliser max length, vous l'ajoutez, mais en tout cas, ici, donc, je vais garder ces annotations. C'est bon? Alors, ça, c'est la première entité. Alors, la deuxième entité, c'est la catégorie. Alors, pour nous, une catégorie définie par catégorie ID. Alors là, c'est très important. Ce que j'ai ici, c'est la même chose que j'ai convention plutôt que configuration. Alors après, si ce sont différents, il va falloir ajouter d'autres annotations qui indiquent comme quoi celle-là, ça correspond bien à la clé étrangère. Donc il y a ID, get set,
On va spécifier le nom de la catégorie. Non, catégorie de type string. Non, catégorie. Etc. Et après, donc, si vous avez une association bidirectionnelle, alors là, on en aura besoin. Donc, on va déclarer dans la classe catégorie une collection de produits. Alors, pour déclarer une collection de produits, on va utiliser eCollection. Collection de produits. Produits. Get set. Alors, il y a un mot-clé qu'on a oublié. Virtuel. Comme ça, donc, on aura donc le lazy loading. Alors, les annotations. Table. Alors, table... alors, ici, donc, on va l'appeler catégorie. Catégorie, comme ça. La notation. OK. Après, on va utiliser ici donc la même chose, string length. Le nom de la catégorie, donc on va dire c'est 25. Mais si vous voulez, au moment de la saisie par exemple d'une catégorie, donc on va utiliser required, virgule. Si vous voulez ajouter plusieurs annotations dans le virgule, quoi d'autre? Min length, entre parenthèses par exemple 4. La catégorie doit contenir minimum 4 caractères. C'est tout. Alors nous avons créé les entités. Alors donc nous sommes bien dans quelle approche? Parce que j'ai parlé qu'en fait le mapping objet relationnel, il y a 3 approches. Database first, model first, code first. Alors ici donc nous sommes en train de travailler avec le modèle code first. Alors si vous travaillez code first, implicitement vous allez faire très simplement les autres. Pourquoi? Parce que les autres c'est quoi? Si vous travaillez le database first, c'est que vous créez la base de données. Après ce code, vous n'avez pas besoin de le créer, ce qu'on vient d'écrire là. Il y a un outil à partir de la base de données, il vous crée les entités. Il faut surtout le plus important pour les développeurs, qu'il ait le code qui est généré. Alors la même chose, quand vous utilisez model first, vous allez dessiner le diagramme de classe. D'un côté, il vous génère la base de données et de l'autre côté, il vous génère les classes. Ça, c'est le model first. Donc, en quelque sorte, quand vous travaillez, bien sûr, c'est pour cela que je vous disais, donc on va travailler avec code first, parce que c'est l'approche tout d'abord des développeurs. Mais après maîtriser l'architecture, par la suite, vous pouvez, il y a plein de documentation sur model first et vous pouvez les faire sans aucun problème. Alors maintenant, on voudrait gérer les entités, donc on va utiliser donc Entity Framework. Alors par défaut, donc Entity Framework n'est pas intégré par défaut c'est-à-dire dans les dépendances. Il faut l'ajouter. Alors je vous ai dit la dernière fois, si vous voulez ajouter Entity Framework, vous aurez besoin donc d'utiliser donc soit l'outil NuGet, notamment vous cherchez directement et vous téléchargez, vous ajoutez la dépendance, ou bien vous connaissez donc la version de la dépendance que vous voulez utiliser. Donc je prends ce que je vous ai déjà montré la dernière fois, je prends ça et je l'ajoute au fichier project.json. En fait, il se trouve que toutes les dépendances d'un projet, ils sont là. Alors, donc ici, je vais ajouter ces dépendances. Alors, si cette dépendance, cette DLL se trouve déjà dans le cache, donc quelque part dans votre machine, alors enregistrer. Alors, s'il est dans le cache, en principe, il va l'intégrer. Alors, généralement, quand vous avez quelque chose qui est souligné, ça signifie qu'il a du mal à trouver la dépendance. Donc, vous aurez besoin d'une connexion Internet pour qu'il soit téléchargé. Alors, j'actualise, je connecte ma machine. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi ici, non?
Il y a la connexion Wi-Fi. Ça marche? Il faut juste le code. Bon. Oh, c'est pas grave, j'ai activé le... Ah, il y a la connexion? Alors, quel est le code? Plutôt le... SSID? C'est minuscule. Allez. Tiré. Ouais. J majuscule. Ok. Tiré 6. S majuscule. S majuscule. Attaché. Comme ça? Hein? Il n'y a pas S. Ah, d'accord. Bon, j'attends la connexion. Last in, en fait, le premier arrivé, le premier servi. C'est-à-dire... non, c'est pas là. Je suis là, je ne suis pas servi. Donc, je vais utiliser le mien. Okay. Les dépendances sont rajoutées. Oui. Les dépendances pour activer le... S'il y a une DLL, les assemblées que vous devrez avoir, c'est Entity Framework, c'est un assemblée que vous devrez avoir dans votre projet. Non. Alors en principe, quand il est dans le cache, vous pouvez le réutiliser, vous utilisez juste update. Alors d'ailleurs, vous allez remarquer. Alors ici donc, je suis connecté. Alors, dans les références, on va utiliser restaurer les packages. Bon, la restauration a échoué, donc a priori. Alors, voilà. Alors donc le problème est maintenant réglé, donc des dépendances. Alors en principe, quand vous avez donc les dépendances incluses, vous devrez trouver dans les dépendances notamment de DNX Core 5. Je vous rappelle que le nom de l'ASP.NET 5, donc il s'appelle désormais donc DNX Core. Vous trouverez donc Entity Framework. Donc ça c'est la première des choses que vous devrez avoir. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est quoi l'étape suivante? Donc on va créer DB Context. Alors dans le modèle, on va créer une classe qu'on va appeler MyDBContext. MyDB
Context. Alors, ce que je n'ai pas dit, quand généralement, parfois ça ne marche pas, vous reprenez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parfois, pour restaurer les packages. Mais en principe, il envoie une requête vers le site, mais en même temps, avant ça, il va vers le cache. Donc mais par contre, si vous videz le cache à chaque fois, il va à chaque fois se connecter à Internet. MyDB Context, donc ça c'est la classe qu'on va créer. Alors donc pour utiliser Entity Framework, pour faire le mapping objet relationnel, il n'y a pas plus simple, c'est de dire tout simplement, ce n'est pas à moi d'écrire les requêtes SQL pour faire tout ce qui est l'accès aux données. Je vais dédier ça à Entity Framework. Donc vous créez une classe qui dérive de quelle classe? DB Context. Alors, dans DB Context, donc on va importer le namespace Microsoft Data Entity. Alors, vous allez déclarer les collections d'objets que vous voulez gérer. Alors maintenant, vous déclarez deux collections d'entités. Alors, les collections de type DB7. Donc, DB7 de produit, d'abord. Produit getSet. Et après également, il y a DB7 catégorie. Donc je voudrais gérer les produits et les catégories. C'est des tables de la base de données. Oui, alors maintenant c'est ça l'idée de base, c'est que avec Entity Framework, c'est quoi l'idée de base? C'est que moi, si je veux accéder à la base de données, je cherche dans cette collection d'objets. Automatiquement, c'est Entity Framework qui va traduire ce... en fait, nous, on va utiliser donc Link, notamment les Linked Entities. On va manipuler que les entités. Et après, c'est Entity Framework qui va traduire ça en des connexions vers, bien sûr, la base de données, c'est-à-dire des requêtes Link to SQL qui va permettre donc de communiquer avec la base de données. C'est bon? Alors, maintenant, si vous faites ça, il nous faut quand même des informations sur quel type de base de données et quelle base de données qu'on va utiliser. Alors, en fait, il existe un moyen plus simple pour le faire. C'est directement de spécifier les informations sur la chaîne de connexion dans MyDB Context. C'est une approche qui peut être utile, mais également, on peut spécifier les informations de la chaîne de connexion dans le fichier, je vous ai déjà montré. Dans quel fichier? Alors, il y a un fichier qui s'appelle appsetting.json. Donc, je peux bien spécifier toutes les informations sur la chaîne de connexion. Alors, moi, ce que je vais faire ici, donc, je vais redéfinir une méthode. Public override. Void. Alors, la méthode s'appelle onConfiguring. Alors, il reçoit un paramètre. C'est une méthode qui reçoit un paramètre de type DB Context. C'est ça? Context. DB Context qu'on fait que option. C'est option build. Ouais. Alors ça c'est option, si vous voulez, option builder. Alors vous redéfinissez cette méthode-là. Alors il y a... Bon, c'est pas ça le problème. Alors j'ai mal écrit quelque chose. Alors c'est pas public. Protected. C'est tout. En fait, quand vous dites override, ça veut dire que vous serez amené à la redéclarer exactement comme il est dans la classe. Alors en fait, cette méthode-là, en fait, c'est une méthode qui est appelée une fois que le DB Context généralement est instancié. Cette méthode, elle est appelée. C'est pour compléter la configuration. Alors nous, ce qu'on va faire, on va utiliser donc le paramètre option et on va ajouter donc la méthode add SQL server. Comment? Use plutôt. C'est pas add. Use SQL Server.
Alors maintenant, la chaîne de connexion. Alors on va utiliser serveur, deux points, la valeur, c'est point, anti-slash, SQL Express pour mon cas, SQL Express, point slash, anti-slash, double anti-slash, point virgule, database, le nom de la base de données, data. Base, deux points. Alors on va utiliser une base qu'on va appeler Easy 4. Ok. Et après, donc, comme on va utiliser l'authentification Windows, on va utiliser donc le paramètre Trust Connection. Connection Trust. Trust. Underscore. C'est Trust Connections. C'est 2T. Ah, Trusted, pardon. Alors, Trusted Connection égale. On a bien écrit ça? Vous avez vérifié? Alors, donc, Trusted Connection. C'est-à-dire ici, donc, je n'ai pas besoin de spécifier, je ne travaille pas en mode sécurisé. Je n'ai pas besoin de spécifier un username et un password pour se connecter vers, bien sûr, la base de données SQL Express. C'est point virgule, tout à fait. Alors, chaque paramètre, il doit se terminer par un point virgule. Alors, ça, c'est... Bon, généralement, c'est une méthode, vous faites des copier-coller à ce niveau-là. Alors ça, c'est un exemple de DB Context que vous pouvez faire, notamment si vous voulez faire un test. Si vous voulez, bien sûr, établir une connexion vers la base de données. Alors, une fois que nous avons fait ça, s'il vous plaît, maintenant, je veux tester d'abord l'application avant de démarrer l'application web. Alors, pour cela, j'ai besoin de créer une classe qui contient la méthode main. Je vais créer un projet console dans lequel je vais tester tout d'abord ça. Ça, c'est la première des choses. Alors, ce que je vais faire, je vais afficher la fenêtre explorateur de solutions. Alors, j'ai toujours en fait une solution qui a été créée. Je vais ajouter un nouveau projet. Oui. Je vais utiliser donc Web Console Application. Donc, je l'appelle console app test tout court. Alors, dans ce projet-là, je vais tester donc je vais tester des classes qui ont été créées dans notre projet. Ça veut dire que j'aurai besoin d'inclure les dépendances. Alors, ce projet-là, il va dépendre de ce projet. Alors, comment on le fait? Donc, dans les références, vous ajoutez une référence vers le projet. Alors, quel projet? La solution. Donc, je dépends de ce projet-là. Catalogue. Alors, après, donc maintenant, vous avez une application très simple dans laquelle vous pouvez faire vos tests. Donc, vous n'êtes pas obligé carrément de créer une application web pour commencer à voir est-ce que la base de données est générée, est-ce que vous arrivez à insérer les données comme il faut. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire dans cette classe? On va utiliser donc using. On va déclarer un objet. On va créer un objet de type MyDBContext. DB égale new MyDBContext. Alors bien sûr, il faut importer le namespace parce qu'il se trouve dans modèle. Et après, donc, une fois que j'instancie MyDBContext, maintenant, je vais tout d'abord appeler, je vais lui demander de générer la base de données. Donc, je vais utiliser db.ensure.database .ensure created, si vous voulez. Alors ça, il va s'assurer que la base de données est créée. S'il est créé, il ne va rien faire. Mais généralement, quand vous êtes dans la phase de test, à chaque fois, nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois que je démarre cette application, si la base de données existe, il va la supprimer d'abord et après, il va la créer. Alors, il dit quoi? Donc, je vais utiliser les deux. db.database.ensure.
ensure deleted. Bon, on va attendre jusqu'à ce qu'il termine cette opération. On va afficher un message. Console. Point. WriteLine. Génération de la base de données. Console.readKey. Alors déjà, on peut tester pour voir. Tout marche bien. Alors pour exécuter donc cette application, donc vous avez deux manières de faire. Alors bien sûr, quand vous cliquez sur Run, ça veut dire que déjà vous voyez donc IE Express, c'est parce que par défaut c'est le projet web que vous démarrez. Si vous voulez définir un projet comme projet de démarrage, vous utilisez définir comme projet de démarrage et après vous l'exécutez. Sinon, directement vous utilisez debug, démarrer une nouvelle instance. Alors comme ça, elle va exécuter cette classe. Alors c'est une application console. Alors en principe, s'il y a des choses ratées, comme c'est le cas ici, alors nous avons serveur, vous voyez donc il y a quelque chose qui est mal écrit. C'est pas de point, c'est égal. Donc on a déjà raté des choses. Ben, il vous dit que dans la chaîne de connexion, il y a un problème. Alors donc serveur égal. Database égal. Vous voyez? Et quoi d'autre? Voilà. Ben, je fais la même chose. Je recharge ma machine. Alors en principe, quand vous voyez donc le message à la fin, ça signifie que l'opération s'est déroulée comme il faut. Vous vérifiez si la base de données est créée. Et après, vous passez à l'application web. Alors, le fait d'avoir ce message-là, donc ça veut dire que la base de données a été générée. Alors, en principe, c'est juste une application de test. Alors maintenant, je vais en profiter pour alimenter la base de données avec des données, c'est-à-dire des enregistrements. Alors, pour voir si la base de données effectivement est créée, donc on aura besoin d'aller vers l'explorateur de serveur. Je vais tenter de créer une connexion ajouter une connexion vers la base de données. /SQL Express. Je cherche la base de données. En principe, la base, on l'a appelée Easy quelque chose. Il est là. Bon, Easy4. Alors, on va regarder la structure de la base de données, s'il est conforme à notre modèle. Alors, les tables, ils sont là. Donc, il a bien généré les deux tables. Alors, si vous regardez la structure, vous voyez donc catégorie ID, non catégorie. Alors ici, vous avez produit ID, catégorie ID, désignation et prix. Donc forcément, donc, nous avons quelque chose de correct. Et après, si vous regardez les propriétés de chaque table, ben, vous trouverez si vous faites un double-clic, vous pouvez voir un aperçu sur les données de la table. Alors, vous remarquez également que le ID par défaut, donc, il utilise une identité. Donc, vous n'avez pas besoin de le préciser. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc, le nom catégorie, c'est varchar 25. Donc, il a bien pris donc, en considération la notation string length. OK? Alors, donc, je ferme ça. Maintenant, la base de données est créée. Maintenant, ce que je vais faire dans mon application test, alors dans l'application test, je vais ajouter des enregistrements. Alors, je veux bien qu'à chaque fois que je démarre, je vais ajouter des catégories. Alors, catégorie C1 égale new catégorie. Alors, j'ai besoin que des noms de la catégorie égale. Alors, je vais créer 3 catégories, ordinateur. Imprimante. Logiciel. Alors,
Alors ça, c'est les trois catégories que je vais créer, C1, C2, C3. Alors jusque-là, c'est des objets, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais les ajouter vers la base de données. Pour les ajouter vers la base de données, qu'est-ce que je vais faire? C'est db.catégorie et j'appelle la méthode add. Qu'est-ce que je vais ajouter? C1. Je fais la même chose pour ajouter C2 et C3. Vous suivez jusque-là? Je fais la même chose pour ajouter des produits. Alors pour ajouter des produits, donc je vais utiliser donc db.add. Plutôt c'est produit.add. Je vais ajouter des produits. Alors chaque produit new produit, je vais spécifier les informations. Alors quelles sont les informations que je vais préciser? Donc il y a. Alors là, ID, je n'ai pas besoin en fait. C'est la désignation. Alors je vais utiliser un ordinateur, par exemple, ordinateur, notebook, etc. Virgule prix égale 6500, c'est moins cher. Et quoi d'autre? La catégorie. Alors parce qu'un produit doit appartenir à une catégorie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser catégorie égale à quoi? Égale C1. C'est ça l'orienté objet, n'est-ce pas? Catégorie. Alors c'est pas ici point virgule, c'est virgule. Parce que j'ai pas encore terminé le. Allez, je fais ça. Donc je crée un produit avec une catégorie, je fais copier-coller pour ajouter quelques autres produits. Je vais ajouter également un autre ordinateur HP 140 avec un prix 6800. La catégorie 1 toujours. J'ajoute un autre produit, imprimante. Helix, je sais pas quoi. Alors c'est des marques, des choses qui n'existent pas. C'est 160. La catégorie imprimante c'est C2. J'ajoute également une deuxième imprimante. Imprimante Epson. « 180. La catégorie C2. Alors, je réexécute. Alors, j'exécute l'application. Alors, comme je disais, donc, si vous ne voulez pas toujours faire ça, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous définissez le projet en tant que projet de démarrage. Alors, vous voyez maintenant ici, donc, si vous cliquez là-dessus, donc, vous l'exécutez directement. Alors, vous l'exécutez en mode debug. Mais si vous ne voulez pas l'exécuter en mode debug, vous l'exécutez comme ça. Parce que parfois, il y a des messages, en fait, quand il y a parfois des exceptions, c'est très bien d'utiliser en mode debug. Mais si vous voulez l'exécuter d'une manière normale, vous pouvez le faire de cette manière-là. Alors, je réexécute l'application, la même chose. Je vais attendre. En quelque sorte, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une application console qui me permet de tester mon modèle. Alors, généralement, c'est une étape importante pour votre cas. Alors, vous dites, maintenant, mon modèle, ça marche bien. Qu'est-ce qui reste? C'est la partie application. Alors, maintenant, pour voir si tout se passe bien, donc on va ajouter un code sur l'explorateur de serveur. Alors, nous avons la table catégorie. On va afficher les données de la table. Oui. Alors, on a fait tout, on a ajouté tout, mais on n'a pas utilisé Save Changes. On a demandé, n'est-ce pas? Alors ça, il faut voir bien que la table ne contient aucun enregistrement. Alors, si vous voulez que tout cela marche bien, il va falloir après, avant de fermer notre objet db-context, c'est-à-dire à la fin, on va utiliser ces db.save changes. Sinon, il ne va pas prendre en considération.
Voilà. Terminé. J'affiche les informations sur l'application, afficher les données de la table. Alors je vois bien maintenant que dans la table j'ai trois imprimantes et j'ai des ordinateurs. Ce qui est important ici, vous regardez bien que vous avez créé des produits plutôt. Il y a des produits qui appartiennent à la catégorie 1, mais il y a 2 qui appartiennent à la catégorie 2. C'est bon? Alors ça c'est la première des choses à réussir en principe. Alors maintenant, du moment qu'on a ça, je passe directement à la couche web. En réalité, c'est qu'il faut créer d'abord la couche métier. Créer la couche métier, c'est créer l'interface, créer l'implémentation et de tester également. Vous n'êtes pas obligé. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais créer directement le contrôleur. Je suppose que maintenant, si vous voulez, dans mon architecture, alors dans l'architecture, je vais en quelque sorte... Vous voyez donc, j'ai créé le modèle. Entity Framework, c'est lui qui fait le mapping objet relationnel. Bah, cette partie-là, donc je ne vais pas l'utiliser. Du coup, donc mon contrôleur, il va utiliser directement DB Context pour faire les opérations dont on a besoin. Alors ça, c'est permis pour vos applications web. Vous avez une question? Bien. Alors maintenant, on va créer un contrôleur pour l'application. Alors je vous rappelle qu'on prend la pause à 10h30. Bon, à 11h. Ou bien à 13h. Non, on ne joue pas avec la pause. La pause, c'est sacré. C'est 10h30, la pause. Alors quand c'est 10h30, vous me le dites. Parce que je sais que généralement, quand on est à 10h30, vous bougez à gauche, à droite. Vous commencez à faire beaucoup de bruit pour me dire, monsieur, on devrait prendre la pause. Ben, vous me le dites directement sans faire beaucoup de bruit. C'est bon, on est d'accord? Bien, alors donc, maintenant, bon, je ferme ces fenêtres, j'ai juste besoin un petit peu d'espace. Je crée un contrôleur. Alors dans la classe contrôleur, dans le dossier controllers, donc vous voyez, il y a déjà un contrôleur, home controller qui a été créé, donc je vais le laisser, je ne vais pas le toucher. Et bien tout simplement, je vais ajouter un contrôleur. Nouvel élément. Alors l'élément qu'on va créer, c'est le contrôleur, classe de contrôleur MVC. Alors je vais créer un contrôleur que je vais appeler catalogue contrôleur, ou bien catégorie contrôleur, ou bien produit contrôleur. Alors maintenant je vais créer donc, je l'appelle catégorie contrôleur. Alors maintenant notre contrôleur, alors regardez bien, maintenant il ne faut pas sauter une étape. Notre contrôleur a besoin de DB Context, n'est-ce pas? Alors pour utiliser donc DB Context, j'ai besoin de déclarer, si vous voulez, au lieu d'accéder à la couche métier, j'accède directement à DB Context. C'est permis. C'est un peu différent de ce que nous avons fait dans le premier exemple. Vous voyez bien. Alors je peux bien directement déclarer un objet myDBContext. DB Context. Alors pour moi je l'appelle DB, tout court. Get set. Je ne vais pas l'instancier, donc vous pouvez utiliser ici new. Il y en a beaucoup qui font ce genre de développement, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais utiliser myDBContext, je vais l'importer d'abord. Vous utilisez new myDBContext et vous testez, ça va marcher. Mais quand vous utilisez new, nous avons dit que ça veut dire que chaque instantiation de votre contrôleur, il y a création d'une instance. Alors si vous ne savez pas bien gérer vos instances, généralement vous pouvez avoir des problèmes de performance. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'utiliser le principe de l'injection des dépendances. Alors je vous ai déjà montré comment faire l'injection des dépendances. Si vous voulez pas faire l'injection des dépendances, vous utilisez également myDBContext. On est bien d'accord? Ça marche. Et après vous travaillez. On a d'ailleurs testé dans une simple application et on fait le travail. Alors sauf qu'ici, quand vous mettez myDBContext, il va falloir le fermer à chaque fois que vous l'utilisez. Je l'utilise et après je le ferme. Comme ça, parce qu'à chaque fois que j'appelle une action, le contrôleur va être instancié. Il faut le fermer.
Alors maintenant, c'est pas à moi de faire ça, donc je vais utiliser donc le principe de l'inversion de l'injection des dépendances. Ça veut dire que je le laisse comme ça. Et je vais cette fois-ci accéder à startup.cs. Alors vous voyez donc startup, c'est la première application qui s'exécute dans une application web MVCC, c'est startup. Il y a une méthode qui s'appelle configure service, dans laquelle vous avez déjà quelques services qui ont été ajoutés, notamment add MVC. J'ai déjà expliqué ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'ajoute tout simplement quel service? C'est Entity Framework. Donc je veux utiliser Entity Framework. Donc je vais utiliser une méthode qui s'appelle add Entity Framework. Alors, dans plutôt add Entity Framework, point. Add SQL Server. Il n'y a rien qui manque, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose, donc ça c'est la première des choses. Donc, service add Entity Framework, add SQL Server. Je n'ai pas besoin de spécifier les informations sur la chaîne de connexion. Pourquoi? Parce que les informations sur la chaîne de connexion, je les ai ici. Si vous voulez le supprimer de là, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez utiliser les deux configurations comme je vous l'ai montré. C'est bon? Alors, autre chose, c'est que maintenant, MyDB Context, je voudrais l'utiliser comme étant un service. Alors, pour l'utiliser comme un service, donc je vais utiliser add service.add transient. Alors, je vais ajouter, je vais utiliser donc, en fait là, je suis en train d'utiliser donc Microsoft Dependency Injection. Donc, c'est pour lui dire qu'au démarrage, tu vas me gérer des instances de quel type? De type MyDB Context. MyDB Context. Ok. J'ai rien oublié? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Attendez. En fait, là, premièrement, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. J'ai les documents là. Alors. Ça, on a vu. Alors, en quelque sorte, je n'ai pas besoin, oui, c'est la même chose. Vous voyez donc service.entity-framework.add-SQL-server.add-db context. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire. Et après, par la suite, donc c'est tout. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser encore service directement. Donc, service.add.add. Pourquoi? Parce que tout cela, ça concerne la configuration. Alors, qu'est-ce qui manque là-dessus? Alors, service.entity-framework.add-SQL-server.add transient add context, add db context. C'est pas add transient. Parce qu'en fait, la méthode add db context, quoique quand je l'utilise comme étant un service transient, ça marche également, mais d'une manière indépendante. Donc ici, donc ça c'est la configuration que vous aurez besoin de faire dans ce cas de figure. Donc service.add-entity-framework, add-SQL-server, add-db-context. Et c'est quoi le db-context? C'est celui-là. Et dès que donc MyDB-context, il devient un service que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle partie de votre application. Ben, il suffit donc d'aller vers le contrôleur et de demander de l'injecter. Alors pour faire l'injection des dépendances, il existe, j'ai expliqué qu'il y a deux moyens. Soit vous faites l'injection via le constructeur, ou bien vous faites l'injection via annotation. Alors si vous voulez faire via annotation,
vous utilisez tout simplement la notation from services. C'est-à-dire qu'au moment de l'instanciation de catégorie contrôleur, cherche-moi ce service-là et tu vas l'injecter. Et c'est le conteneur qui va se charger de le gérer. Donc, ce n'est pas à moi de créer les instances, on va laisser le conteneur s'en charger. Ou tout simplement, on peut le faire, si vous ne voulez pas utiliser donc, la notation, vous aurez besoin de créer un constructeur avec paramètres dans lequel vous mettez mydb context db et après vous utilisez ici list.db égale db. Alors ça également c'est que vous demandez que quand tu vas instancier le contrôleur, tu vas instancier avec ce constructeur et tu vas injecter un objet mydb context. Donc les deux solutions sont valables. Alors ici donc je vais utiliser donc la notation from services. Donc là, oui. Donc la notation from services permet d'injecter. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais juste dans un premier temps, je vais commencer quelque chose, je ne vais pas l'arrêter. Je vais tout d'abord afficher. Alors, votre contrôleur s'appelle catégorie contrôleur. Par défaut, donc, la route utilisée, c'est la catégorie, c'est le nom. Mais si vous voulez personnaliser la route, c'est-à-dire vous voulez l'appeler avec un autre nom, il y a une annotation que vous pouvez utiliser qui s'appelle route. Alors, si vous mettez par exemple route catalogue, alors ça veut dire que catalogue, oui. Alors en fait, c'est l'occasion de vous montrer. Alors donc je disais que dans l'ASP.NET MVC, en fait, il y a deux manières de travailler. Soit que vous configurez les routes, ou bien vous utilisez la convention. Alors par défaut, si vous respectez les conventions, par défaut, quand vous tapez http:/controller/ il va comprendre que le premier slash c'est le contrôleur, le deuxième c'est l'action, n'est-ce pas? Alors maintenant, en principe, c'est quoi configurer là? Ça veut dire que vous allez dire que pour chaque URL, pour cette URL là, voilà le contrôleur que je vais appeler et voilà l'action que je vais accéder. C'est le fait d'associer une URL à un contrôleur et une action. Normalement, vous pouvez le faire. Soit que vous le fassiez vous-même dans startup.cs ou tout simplement vous utilisez. Par exemple, ici je veux configurer. Je vais dire que par exemple pour faire appel à ce contrôleur, la route que je vais utiliser c'est catalogue. C'est-à-dire que moi pour appeler le contrôleur, je vais écrire http localhost / catalogue. Donc ici donc ça c'est une route que sinon par défaut donc on va utiliser catégorie. Et après par la suite ici donc je veux par exemple que cette action que j'appelle par exemple je voudrais l'appeler catégorie list catégorie. Donc ça c'est la méthode. Je peux encore utiliser la route, par exemple catégorie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour faire appel à cette méthode-là, je devrais écrire catalogue / catégorie. Bon, ça, maintenant je suis en train de personnaliser la configuration du route. Sinon par défaut donc je garde les noms des méthodes. Vous voyez? Bien. Alors maintenant ici donc j'ai la catégorie. Je vais juste afficher la première page et après on prend la pause. Donc j'ai catégorie et après qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Je vais retourner la vue. Et la vue comment je vais l'appeler? Par défaut si vous lui donnez pas de nom, il va chercher une vue qui s'appelle listcategory.cshtml. Sinon si vous voulez lui donner un nom, vous donnez le nom que vous voulez. Alors je vous recommande de le faire explicitement. Donc vous dites que je vais vers une vue qui s'appelle list catégorie en CSHTML. Alors pour le moment, je vais juste afficher donc cette vue là. Je vais la créer. J'affiche et après le contenu, donc on va le définir tout à l'heure. Alors où est-ce qu'on va créer maintenant la vue? List catégorie. Dans View, on va créer d'abord un dossier qu'on va appeler catégorie. Catégorie.
Le contrôleur s'appelle catégorie contrôleur, donc on va créer donc un dossier catégorie pour le contrôleur et dans lequel on va créer une vue. Donc add, on va ajouter un élément. L'élément c'est une vue, page de vue qu'on va appeler list catégorie.cs HTML. Alors tout ce que je vais faire pour le moment ici, je vais définir le titre. Alors je supprime ça. Alors pour définir le titre de la vue, donc je vais utiliser donc le modèle viewback.title. Alors le titre c'est liste des catégories. Je vous ai déjà expliqué qu'en fait les vues utilisent par défaut un layout. Et le layout par défaut il utilise donc l'attribut title pour afficher le titre de la page. Et après je vais afficher donc un H1 liste des catégories. Il y a un point virgule qui manque ici. Et on va tester. Alors espérons ne pas avoir de message dire ah ben c'est normal, maintenant je suis toujours dans l'autre projet parce que c'est le projet de démarrage par défaut. Alors comme le temps que la base de données soit supprimée, soit recréée et encore insérer les enregistrements, ça prend quelques secondes. Alors je reviens vers mon projet, c'est ça le projet web. Donc je vais le définir comme projet de démarrage. Alors en fait le projet web que j'ai créé par défaut, il utilise une route par défaut. Alors si vous vous rappelez, la route par défaut c'est home, le contrôleur c'est home, et l'action c'est index. Et home index, il m'affiche cette page ici. Moi ce que je veux maintenant, je veux le contrôleur. Quelle route? C'est catalogue. Alors maintenant j'ai configuré ce catalogue slash liste catégorie. Catalogue slash liste. Je crois qu'il y a une KT sans S. Liste. Mais qu'est-ce qui est... C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, catalogue slash catégorie. C'est bien ça. Ah, d'accord, c'est catégorie. Oui. Oui. Je vous disais, c'est la pause. Catégorie. Voilà. Donc ici, j'ai liste catégorie. Alors tranquillement, maintenant, tout à l'heure, je vais essayer d'afficher la liste des catégories et chaque catégorie, j'affiche les produits. Ok? Alors je vais continuer tout à l'heure. Alors ça, c'est le, on va dire, c'est le, je vais